L'horloge tic-tac, un rappel incessant de la marche implacable du temps. Douglas Johnson, connu de son cercle d'amis qui se réduit comme peau de chagrin sous le nom de Doug, se retrouve dans une situation précaire. La cabine de contrôle principale, autrefois un sanctuaire de compétences professionnelles, ressemble désormais à une cellule de prison. Il agit avec une efficacité éprouvée, désactivant le mode d'assistance en direct, ramenant le système à son état de diffusion entièrement automatisé. Le public de la télévision locale a vu assez pour une nuit, médite-t-il, un sourire ironique tordant ses lèvres. Avec le système fonctionnant à nouveau sans accroc, Doug ressent le besoin pressant d'un verre s'installer dans ses os. Il est pleinement conscient des conséquences qui se profilent à l'horizon à la fois à la maison et de la part des supérieurs une fois qu'ils auront reconstitué ce qui s'est passé. Mais dans son état d'esprit actuel, les conséquences semblent être un problème pour le Doug de demain, un homme qu'il n'est pas tout à fait sûr de reconnaître. Cherchant du réconfort dans le courage liquide, il se rend chez Henry sur Roswell Road, un bar sportif local populaire. L'odeur familière de bière rance et de friture l'accueille lorsqu'il pousse la porte, un miasme réconfortant de mauvaises décisions et de regrets. Il commande une bière et s'installe pour regarder la fin du match de football du lundi soir, les mouvements rythmiques des joueurs à l'écran constituant une distraction hypnotique à ses pensées tourbillonnantes. Le bar bourdonne de conversations, et Doug ne peut s'empêcher d'entendre des bribes de discussion. Il sait exactement de quoi, ou plutôt de qui, il parle. Un sentiment de satisfaction sombre l'envahit. Il a atteint son objectif de susciter des conversations, de forcer la vérité à la lumière. C'est une victoire à la Pyrrhus, mais une victoire tout de même. Heureusement pour Doug, personne n'essaie de l'entraîner dans leur discussion. Il boit seul en silence, une figure solitaire au milieu de la foule animée, regardant les New Orleansins dominer les Atlanta Falcons sur le grand écran. L'ironie ne lui échappe pas, son équipe, tout comme sa vie, est complètement battue. Lorsque l'horloge sonne 22h30, Doug se retrouve dans un état confortablement engourdi. Le match est terminé et son équipe a perdu. New Orleans 23, Atlanta 3. Le score clignote à l'écran, un rappel frappant des événements de la soirée. Il semble que les Saints étaient particulièrement motivés, peut-être puisant leurs forces de leur premier match de retour dans leur stade depuis l'ouragan. Ils avaient complètement dominé les Falcons, laissant les fans d'Atlanta, y compris Doug, avec un goût amer dans la bouche. La station où travaille Doug avait diffusé le match aux côtés de ESPN, étant l'une des équipes impliquées. Les téléspectateurs ne savent pas que le spectacle le plus choquant de la soirée n'avait pas eu lieu sur le terrain, mais pendant le spectacle de la mi-temps. Doug s'accorde un petit rire sardonique à cette pensée. Reconnaissant son état d'ébriété, Doug aborde le barman pour lui parler de laisser sa voiture sur le parking pour la nuit. Le barman, un homme bourru mais au cœur bon, convient que c'est une sage décision. Il va même plus loin, organisant un taxi pour ramener Doug chez lui. C'est une petite gentillesse dans un monde qui semble soudain en être dépourvu. Alors que Doug se laisse tomber dans le taxi, il ne peut s'empêcher de réfléchir à la série d'événements qui l'ont conduit à ce point. Il est temps, décide-t-il, de recommencer depuis le début et de dresser un tableau clair de la façon dont il s'est retrouvé dans ce pétrin. Le taxi serpente à travers les rues calmes d'Atlanta, chaque virage le rapprochant d'un foyer qui ne ressemble plus à un chez-soi. Douglas Johnson est un homme de contradiction. À 46 ans, il arbore des cheveux foncés grisonnants aux tempes, une petite moustache méticuleusement teinte pour cacher tout signe de vieillissement, et une silhouette grande et élancée qui ne laisse pas deviner son âge. Mesurant 6 pieds 3 pouces et pesant environ 190 livres, il impose par sa stature. Il se considère comme modérément attirant, bien qu'il n'oserait jamais se comparer à des personnalités telles que Mel Gibson ou Richard Gere. Cette pensée le fait presque sourire alors que le taxi serpente à travers les rues calmes d'Atlanta. Avec un diplôme d'études supérieures du MIT en génie électrique et informatique, et un deuxième diplôme en technologie de diffusion, Doug est indéniablement qualifié dans son domaine. Il a occupé plusieurs postes exigeants au cours de ses 22 ans de carrière, travaillant dans diverses stations de télévision le long de la côte Est avant de s'installer à Atlanta il y a 5 ans. C'est une carrière dont il est fier, du moins,
Il l'était jusqu'à ce soir. Alors que le taxi s'arrête devant sa maison dans un quartier résidentiel agréable de Sandy Springs, les pensées de Doug se tournent vers sa femme, Vanessa. Ils sont mariés depuis 22 ans, une union qui a donné naissance à 2 filles, Gwen et Gloria. La pensée de ses enfants lui transperce le cœur de culpabilité. Que penseront-ils en apprenant les événements de ce soir? Vanessa est une femme menue, mesurant 5 pieds 5 pouces et ne pesant pas plus de 135 livres. Ses longs cheveux blonds cascadaient jusqu'à ses épaules, encadrant un visage que Doug avait autrefois trouvé irrésistiblement beau. Elle a une silhouette qui fait tourner les têtes et une personnalité qui conquiert les cœurs, du moins, c'est ce que Doug croyait. Maintenant, il se demande combien de cette personnalité était authentique et combien était une tromperie soigneusement élaborée. Depuis 18 mois, Vanessa travaille comme secrétaire pour leur pasteur, le RE accent aigu V. Gerald Shelter. Alors que Doug tâtonne avec ses clés de maison, il ne peut s'empêcher de ressentir une montée d'amertume à la pensée de Gerald. Les événements des derniers jours ont brisé l'image de l'homme qu'il respectait autrefois. L'ironie d'un homme de Dieu se livrant à de tels péchés terrestres n'échappe pas à Doug. L'histoire qui a mené à cette nuit de contemplation ivre a commencé un vendredi pluvieux après-midi. Doug avait un peu de temps libre pour le déjeuner et avait décidé de surprendre Vanessa en l'emmenant dehors. C'était une décision qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Il se souvient de l'anticipation qu'il ressentait, de l'excitation de surprendre sa femme. Comme il était naïf. Alors que Doug se garait près de l'entrée latérale des bureaux de l'église, la pluie tambourinait doucement contre son pare-brise. Il était loin de se douter qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui allait briser son monde. Le souvenir de ce moment est d'une clarté cristalline, gravée dans son esprit avec une précision douloureuse. En entrant dans le bâtiment, Doug trouva le bureau de Vanessa vide. Mais alors qu'il se tenait là, incertain de sa prochaine action, il surprit une conversation qui lui glaça le sang. La voix de Vanessa, emplie d'excitation, provenait du bureau du pasteur Gerald. Elle débordait d'enthousiasme en parlant de leur projet pour le lundi soir, profitant de l'absence de Doug due à la couverture du match de football. Alors que la conversation prenait une tournure intime, avec des discussions sur la réservation d'une chambre à l'hôtel La Quintaine et des expressions de désir, Doug sentit son monde basculer. Le choc, la nausée et une montée de colère menaçaient de l'engloutir. Il se souvient de la manière dont ses mains tremblaient, dont son souffle se bloquait dans sa gorge. C'était comme si les fondations même de sa vie s'effondraient sous ses pieds. Il lui fallut toute sa maîtrise de soi pour s'éloigner. L'envie de les confronter sur le champ était presque irrésistible, mais une petite voix de raison le retint. Il sortit discrètement par où il était entré, priant pour qu'il n'ait pas remarqué sa présence. Les caméras de sécurité le préoccupaient, mais il était entré par une porte latérale qui n'était probablement pas surveillée. C'était une petite grâce dans un moment de trahison écrasante. En s'éloignant en voiture, Doug luttait avec l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait jamais prises. Le poids de ce qu'il venait de découvrir pesait sur lui, rendant la respiration difficile. Le monde à travers la fenêtre de sa voiture lui semblait étranger, comme s'il avait basculé dans une réalité alternative où tout ce qu'il croyait savoir était un mensonge. Sachant qu'il ne serait pas productif le reste de la journée, Doug appela la station. Il simula une maladie, sa voix restant ferme malgré le tumulte intérieur, et rentra chez lui pour rassembler ses pensées. La maison, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant se moquer de la vie qu'il pensait avoir. Vanessa ne rentrerait pas avant 16 heures, laissant à Doug tout le temps pour ruminer sa nouvelle connaissance. La vérité était indéniable. Vanessa entretenait une liaison avec le pasteur Gerald. Dans l'esprit de Doug, le titre de Gerald passa de « pasteur » à « bâtard », une modification appropriée compte tenu des circonstances. Il se surprend à répéter le nouveau surnom dans sa tête, un mantra amer qui alimente sa colère. Des questions tourbillonnent dans l'esprit de Doug comme une tornade. Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi avait-il commencé? Il a besoin de comprendre l'étendue de leur relation, même si les réponses ne feront qu'apporter plus de douleur. Alors que certains pourraient préférer l'ignorance heureuse,
Doug est déterminé à découvrir chaque détail sordide. Il doit comprendre pourquoi cela s'est produit dans ce qu'il pensait être un mariage merveilleux. Il est maintenant clair que Vanessa ne voit pas leur union de la même manière que Doug. La femme qu'il croyait connaître lui est désormais étrangère. Doug se résout à découvrir tout ce qu'il doit savoir et à affronter la situation de front. Il n'est pas faible, et il saura les traiter tous les deux en conséquence. La pensée de la vengeance lui dessine un sourire sinistre sur le visage. Dès qu'il rentre chez lui, Doug prépare une cafetière de café, son arôme amer reflétant son humeur. Il s'installe sur le patio, espérant que le temps agréable et l'air frais l'aideront à éclaircir ses pensées. Mais la beauté de la journée lui semble être une offense à sa douleur, une cruelle plaisanterie jouée par un univers indifférent. Les larmes menacent de couler alors que Doug contemple sa situation. Bien qu'il comprenne qu'il ne possède ni Vanessa ni son corps, l'idée qu'elle puisse être intime avec un autre homme après leur vœu de mariage est dévastatrice. Doug a toujours pris ses vœux au sérieux, croyant que Vanessa en faisait de même. Maintenant, il se retrouve à remettre en question tout son ensemble de valeurs, se demandant s'il a été naïf toute sa vie de croire en la fidélité et en l'amour. L'aspect le plus dommageable de la trahison de Vanessa n'est pas seulement l'acte d'infidélité en soi. C'est la perte de foi en elle et en tout ce qu'elle dit ou fait. La confiance, fondement même de leur mariage, s'est effondrée sous les pieds de Doug, le laissant se sentir exposé et effrayé. Malgré sa stature imposante, il se sent vulnérable et effrayé. Alors que Doug est assis là, luttant avec ses émotions et s'efforçant de rester calme, il réalise qu'il y avait des doutes passés qu'il avait rejetés en raison de sa confiance en Vanessa. Ces problèmes en apparence insignifiants, désormais accumulés, forment un poids lourd au creux de son estomac alors qu'il rassemble toutes les pièces du puzzle. Comment a-t-il pu être si aveugle? La confiance, voilà comment. Il avait placé sa confiance inébranlable en Vanessa. Aujourd'hui, cette confiance gît brisée à ses pieds, et tous ces indices mineurs se sont fusionnés en un fardeau difficile à porter. L'ironie de tout cela n'échappe pas à Doug, la chose même qui rendait leur mariage fort est maintenant la source de sa destruction. Doug a soif de vérité. Il veut comprendre pourquoi cela s'est produit, depuis combien de temps cela durait, à quelle fréquence c'était le cas, où cela se passait et qui d'autres étaient impliqués. Sa confiance est anéantie, mais il est déterminé à découvrir les réponses dont il a besoin. Doug réalise que son mariage est une façade, et il affrontera cette réalité de front. N'ayant pas envie de faire face à Vanessa tout en ne révélant pas ses soupçons, Doug quitte la maison à 15 heures pour éviter d'être là quand elle rentrera. Les rues familières d'Atlanta lui semblent maintenant étrangères, comme si sa nouvelle réalité avait altéré le paysage même. Il se rend en ville, son esprit tourbillonnant d'émotions et de plans. Sa première étape est la gare, où il rassemble quelques affaires essentielles pour les prochains jours. Doug parle brièvement à son patron de son besoin de prendre congé en début de semaine pour régler des affaires personnelles. Le hochement de tête compréhensif de son supérieur ressemble à une petite grâce dans la tempête de sa vie. Une fois cela réglé, Doug se rend chez Henry pour passer le temps jusqu'à son retour à la maison. L'atmosphère familière du bar lui procure un petit réconfort, un endroit où il peut être anonyme parmi la foule. À 17 heures, Doug se prépare et appelle Vanessa. Sa voix, autrefois source de réconfort, lui glace maintenant le sang. L'agacement de Vanessa est palpable lorsqu'elle mentionne se sentir excitée et avoir des projets pour la soirée. Ces paroles, destinées à séduire, ne font qu'enfoncer le couteau plus profondément dans le cœur de Doug. Ouais, comme si je voulais cet état d'excitation causé par l'enfoiré de Gérald, pense amèrement Doug. L'idée qu'elle puisse être d'humeur à cause d'un autre homme lui retourne l'estomac. Avalant sa répugnance, Doug joue le jeu. « Chérie », dit-il, l'expression d'affection ayant un goût de cendre dans sa bouche, « j'avais déjà prévu de passer, alors reste excité pour moi, et je m'occuperai de toi en rentrant. » La réponse de Vanessa est rapide et froide. « N'y compte pas, mon pote. Si tu crois pouvoir me traiter ainsi, tu n'auras pas d'action pendant un moment. » Intérieurement, Doug ressent une satisfaction sombre. C'est exactement ce qu'il veut. Il ne va pas la toucher à nouveau avant d'avoir découvert ce qui se passe, et peut-être jamais.
Doug rentre chez lui vers 22h30, l'alcool dans son système faisant peu pour atténuer la douleur de sa nouvelle réalité. La porte de la chambre verrouillée est un témoignage silencieux de la colère de Vanessa. Avec un sourire amer, Doug cogne à la porte. « Très bien, » crie-t-il, sa voix empreinte de sarcasme, « si c'est ainsi que tu le veux, ne t'attends pas à ce que je prenne soin de tes besoins, souffre simplement. » En se dirigeant vers la chambre d'amis, Doug ressent un soulagement tordu. La colère de Vanessa lui offrira une pause pour expliquer pourquoi il ne veut pas être intime avec elle. Il s'effondre sur le lit, son esprit bouillonnant de plans pour le lendemain. Demain, décide-t-il, il mettra son plan en action. Demain, il commencera à dénouer le réseau de mensonges qui a piégé sa vie. Le lendemain matin, Vanessa est assise à la table de la cuisine avec du café lorsque Doug entre. Le froid dans l'air est palpable alors que son regard le transperce. Si Doug n'avait pas été au courant de son infidélité, son regard lui aurait donné des frissons. Au lieu de cela, il rencontre son regard avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Pas besoin de te lever pour préparer le petit déjeuner, ma chérie, » dit Doug, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « Je vais prendre quelque chose en chemin pour le golf. » Sur ces mots, il sort par la porte de la cuisine, jette ses clubs dans le coffre et s'en va. La normalité de l'action semble être un mensonge, une performance pour un public qui n'existe plus. Peu après, le téléphone de Doug sonne. Voyant que c'est Vanessa, il l'ignore, un petit acte de défiance qui lui donne un bref sentiment de contrôle. Quelques minutes plus tard, il consulte le message. La fureur de Vanessa transparaît dans chaque mot. « Espèce de salaud, comment as-tu pu me faire ça ? Reviens immédiatement. » « Enfoiré ?» pense amèrement Doug. Non, c'était l'enfoiré de Gérald, pas moi. Si quelqu'un méritait ce titre, c'était lui, pas moi. L'ironie de l'accusation de Vanessa ne lui échappe pas. Il s'accorde un petit rire sans humour alors qu'il continue de conduire. Doug n'a aucune intention de jouer au golf. C'est juste un subterfuge pour gagner du temps. Au lieu de cela, il se rend directement à son ancienne église, la détermination alimentant chacun de ses gestes. L'idée d'entendre à nouveau le salaud de Gérald prêcher donne des frissons à Doug. Comme il est encore tôt, il sait qu'il n'y aura personne autour, et il a raison. Doug entre dans le bâtiment en utilisant la clé qu'ils avaient grâce au travail de Vanessa. Les lieux familiers semblent maintenant souillés, chaque coin portant le potentiel de trahison. Son objectif est clair, installer des micro-caméras et des mini-microphones à distance dans le bureau de Vanessa et dans celui de Gérald. L'acte semble être une violation, mais Doug repousse sa culpabilité, se concentrant sur son besoin de vérité. Il ne lui faut pas longtemps pour accomplir sa tâche. Doug dissimule l'émetteur derrière de vieux hymnes dans le placard à fourniture en face, ses mains restent stables malgré la gravité de ses actions. Le récepteur est branché sur le système électrique de la voiture de Doug, lui permettant de surveiller leurs conversations et activités lorsqu'ils sont dans leur bureau. C'est une intrusion dans la vie privée, mais Doug estime que c'est justifié compte tenu des circonstances. Bien que Doug n'attende pas beaucoup d'activités à l'église, il est convaincu qu'observer et écouter leurs conversations pendant quelques jours lui apportera des informations précieuses. L'idée de ce qu'il pourrait découvrir le terrifie et le pousse en même temps. Après s'être assuré que tout fonctionne correctement, Doug fouille dans le bureau de Vanessa. Son cœur bat la chamade à chaque tiroir qu'il ouvre, mais il ne trouve rien d'intéressant. Cependant, un astérisque significatif sur le calendrier de Vanessa pour le lundi attire son attention, correspondant à ce qu'il avait entendu vendredi. La marque innocente semble maintenant chargée d'implications. Ensuite, Doug enquête dans le bureau de Gérald, sa peau se hérisse à l'idée de l'homme qui a trahi sa confiance. Initialement, il a peu de succès à trouver des preuves compromettantes. Mais alors, une révélation de dernière minute frappe Doug. Inspiré par son environnement, après tout, il est dans une église, il fouille dans les armoires pour trouver des reçus de dépenses de l'église. Sans surprise, Doug découvre un dossier contenant des reçus pour le lac Inn à Roswell. Certains datent de fin 2005, d'autres du printemps 2006. Chaque morceau de papier semble être une preuve accablante. Conscient qu'il pousse sa chance en restant,
Doug fait rapidement des copies des reçus. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il remet tout en place avant de partir. Le poids de ce qu'il a découvert pèse lourd dans sa poche, une représentation tangible de la trahison qu'il a endurée. Doug se rend au parcours de golf, son esprit allant plus vite que sa voiture. Il se gare à sa place habituelle et s'installe à une table du club de golf, sirotant un Sprite pendant quelques heures, examinant les factures avec l'intensité d'un homme déchiffrant des écritures anciennes. La réalisation le frappe comme un coup au ventre. Les deux de fin 2005 sont tous deux un lundi, coïncidant avec les dates où il avait assisté à une conférence au siège de CBS à New York. L'ironie amère de son absence facilitant leur rendez-vous ne lui échappe pas. Ce qui exaspère le plus Doug, c'est l'audace de l'ordure de Gerald de facturer ses chambres à l'église sous l'étiquette de location de salle de conférence pour des réunions. L'hypocrisie est stupéfiante, une moquerie de tout ce pourquoi l'église se tient. Doug se demande combien de sermons sur la fidélité et l'honnêteté Gerald a prononcé tout en menant cette double vie. La vérité amère se révèle à Doug. Il a eu une liaison avec la femme de Doug dans un motel, et Doug a involontairement payé la note grâce à leur contribution à l'église. C'est une forme tordue de cocufiage qui lui retourne l'estomac. Il jure de ne plus contribuer à l'église, un petit acte de défiance contre l'institution qu'il a trahie. La certitude s'installe dans l'estomac de Doug comme un poids de plomb. Cela dure depuis près d'1 an, voire plus. Cela correspond aux soupçons qu'il avait nourris auparavant mais avait rejetés en raison de sa confiance en Vanessa. La confiance, médite-t-il amèrement, est un luxe qu'il ne peut plus se permettre. La colère de Doug monte en flèche à chaque minute, menaçant de le consumer. Il ne peut pas comprendre à quel point il a été naïf, à quel point il a été aveugle aux signes qui semblent maintenant si évidents. La réalisation que la femme qu'il a chérie tout au long de leur mariage pourrait le trahir sans y penser à 2 fois est plus qu'exaspérante. C'est répugnant. Doug est déterminé à les faire payer, son esprit formulant déjà des plans de vengeance. L'obscurité de ses pensées devrait l'effrayer, mais au contraire, elle lui apporte une satisfaction sombre. Sentant qu'il est temps d'approfondir son enquête, Doug récupère son iPod dans la voiture. Il le règle pour capter la fréquence du récepteur qu'il avait placé dans le coffre, son cœur battant d'anticipation de ce qu'il pourrait découvrir. Alors que Doug parcourt les données, il voit Bastard Gerald entrer dans son bureau et composer un numéro. Une vague de regret submerge Doug lorsqu'il réalise qu'il n'a pas mis de micro directement sur le téléphone, il n'entendra qu'un seul côté de la conversation. Pourtant, Doug raisonne, c'est mieux que rien. Il écoute attentivement alors que Gerald parle, chaque mot semblant être un poignard dans son cœur. « Oui, Vanessa, je suis à l'église. Je suis venu juste après que tu aies appelé. Qu'est-ce qui te tracasse autant ?» La voix de Gerald, autrefois respectée, dégouline maintenant de tromperies aux oreilles de Doug. Il y a une pause, probablement pour la réponse de Vanessa, que Doug ne peut pas entendre. Le silence est exaspérant, son imagination comblant les lacunes avec les pires scénarios. Gerald poursuit ses questions, son ton empreint de préoccupation qui semble maintenant faux à Doug. « Ah bon, a-t-il déjà fait ça avant ?» Une autre pause suit, permettant à Vanessa de répondre. Les poings de Doug se serrent, souhaitant pouvoir entendre son point de vue dans la conversation. Gerald continue, sa voix mêlant curiosité et prudence. « Je vois. Que penses-tu qui a déclenché sa réaction ?» Une autre pause indique l'explication de Vanessa. L'esprit de Doug s'emballe, essayant de reconstituer ce dont il pourrait discuter. Les prochaines paroles de Gerald envoient un frisson dans le dos de Doug. « Tu ne penses pas qu'il est suspicieux à notre égard, n'est-ce pas, Vanessa ?» Après une pause, Gerald rit doucement, le son agaçant les nerfs de Doug. « Bon, tu pourras te venger de lui lundi soir. » Sur ces mots, Gerald raccroche le téléphone et reste plongé dans ses pensées. Juste avant que Doug ne raccroche à son tour, il entend Gerald marmonner quelque chose entre ses dents. Doug s'assure d'enregistrer ce murmure, une petite victoire dans sa quête de vérité. Il a le pressentiment que cela pourrait s'avérer utile plus tard, un autre élément du puzzle de la trahison qu'il est en train de reconstituer. La communication terminée, Doug rentre chez lui, son esprit tourbillonnant d'émotions et de plans.
Il s'attend à une réception glaciale, mais il se moque désormais de l'humeur de Vanessa. À son arrivée, Doug s'occupe des tâches ménagères, tond la pelouse et nettoie le sous-sol. C'est une tentative pour apaiser la tension, pour maintenir un semblant de normalité dans un monde sans dessus-dessous. Vanessa, fidèle à la prédiction de Doug, reste silencieuse à son arrivée. Mais l'air est lourd de mots non dits, d'accusations et de déni suspendus entre eux comme un lourd rideau. Au dîner, Vanessa ne peut plus se retenir. Sa voix, empreinte de frustration et de confusion, rompt le silence tendu. « Doug, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Pourquoi agis-tu de cette façon ?» La riposte de Doug est rapide et tranchante, un coup d'épée verbal. « Vanessa, étant donné que tu m'as enfermé dehors de notre chambre la nuit dernière, je pense que tu devrais réfléchir à tes actes. Il est rare que je sorte avec les gars, et la seule fois où je le fais, tu exploses. Cette situation est de ton fait. » Il observe attentivement son visage, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de remords. La frustration de Vanessa déborde, sa contenance se fissure comme de la glace mince. « Maudite sois-tu » s'écrie-t-elle, les yeux brillants de colère. Doug répond à sa colère avec un calme étrange, sa voix posée alors qu'il assène une pique verbale. « Est-ce ainsi qu'une femme chrétienne dévouée devrait parler? Tes actions ne reflètent guère tes croyances professées. » L'effet des paroles de Doug est immédiat et visible. La culpabilité se lit sur le visage de Vanessa, si épaisse que quiconque la voyant aurait su qu'elle avait été infidèle. Pendant un instant, Doug s'émerveille de la façon dont elle a pu croire qu'il ne remarquerait pas. Mais Vanessa parvient à reprendre contenance avec aisance, s'excusant de la table avec une grâce étudiée qui semble désormais fausse à Doug. Alors que Vanessa s'éloigne, Doug ne peut s'empêcher de penser amèrement: quand je révélerai la vérité, sa récupération ne sera pas si gracieuse. Cette pensée lui apporte une satisfaction sombre, un plaisir noir à l'idée que son monde soigneusement construit de mensonges est sur le point de s'effondrer. Plus tard dans la soirée, Vanessa entre dans le salon où Doug regarde la télévision. Ses yeux semblent un peu gonflés, suggérant qu'elle a peut-être versé quelques larmes. La vue, qui aurait autrefois poussé Doug à la réconforter, le laisse désormais froid. Il se demande distraitement si elle pleure pour leur mariage ou pour la perte potentielle de sa relation illicite. Le reste de la soirée se déroule sans incident majeur, un faux calme avant la tempête que Doug sait imminente. Lorsque Doug est prêt à aller se coucher, il se dirige simplement vers la chambre d'amis et se couche. C'est une déclaration silencieuse de la distance qui existe désormais entre eux, un gouffre trop large pour être comblé par de simples mots. Quelques minutes plus tard, Vanessa entre dans la pièce et reste là, sa présence comme un point d'interrogation dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Doug, sa voix dépourvue de la sollicitude qu'elle avait autrefois. « Tu ne viens pas te coucher avec moi ?» demande Vanessa, une note d'espoir dans sa voix que Doug trouve presque risible. « Non, » répond Doug, sur un ton factuel. « Tu as été clair en disant que l'intimité n'était pas à l'ordre du jour, donc autant que je dorme seul et passe une bonne nuit. » Sur ces mots, Vanessa quitte précipitamment la pièce en larmes. Honnêtement, Doug se sent indifférent. La femme pour laquelle il aurait autrefois déplacé des montagnes pour réconforter est maintenant une étrangère à ses yeux, une actrice jouant le rôle de son épouse. Le dimanche matin se lève, apportant avec lui un nouveau lot de défis. Vanessa réveille Doug à 8 heures, habillé pour l'église, et lui demande s'il compte l'accompagner. La réponse de Doug est brusque et méprisante. « Non, je reste à la maison aujourd'hui. Va et sois la parfaite chrétienne, et moi je profiterai d'une journée de détente ici. » L'amertume dans sa voix est palpable, une manifestation tangible de sa douleur et de sa colère. Une fois de plus, Doug remarque cette expression familière sur le visage de Vanessa, un mélange de culpabilité et de peur qu'elle essaie rapidement de dissimuler. Il sent qu'elle commence à saisir la situation, mais elle parvient à se reprendre. Cependant, cette fois, alors que Vanessa se retourne et quitte la pièce, Doug croit déceler une pointe de tristesse dans ses yeux. C'est un petit changement, mais qui n'échappe pas à son attention. Alors que la voiture de Vanessa quitte l'allée, Doug ressent un mélange de soulagement et de tension. La maison,
autrefois un sanctuaire partagé, ressemble désormais à un champ de bataille de vérités non dites. Il erre de pièce en pièce, chaque espace familier désormais entaché de souvenirs d'une vie qui n'existe plus. Plus tard dans la journée, Vanessa tente d'engager une conversation, sa voix hésitante et interrogative. Mais Doug, encore marqué par ses découvertes, la repousse d'un ton sec en lui demandant de le laisser tranquille. La journée se termine avec chacun se retirant dans son propre espace, la distance physique entre eux étant une représentation frappante de leur abîme émotionnel. Le lundi matin arrive, apportant avec lui un sentiment de confrontation imminente. Doug quitte la maison sans croiser ni parler à Vanessa, le silence entre eux plus fort que n'importe quel mot. Alors qu'il s'apprête à partir, son téléphone sonne. C'est Vanessa, sa voix pleine de larmes alors qu'elle s'excuse et exprime son amour, regrettant la situation dans laquelle il se trouve. « Nous discuterons de tout à mon retour ce soir à la maison », répond Doug, son ton mesuré et contrôlé avant de raccrocher. La promesse d'une conversation plane dans l'air tel un nuage d'orage, chargé du potentiel de destruction et de purification. Au travail, Doug informe son patron qu'il sera toujours absent pour la journée, mais qu'il s'occupera du match de football du lundi soir comme prévu. Son patron, ignorant les tourments personnels que Doug traverse, est satisfait de sa disponibilité. Interrogé sur son bien-être, Doug répond d'un ton neutre « Ça va aussi bien que possible ». L'euphémisme de l'année, pense-t-il amèrement. Les affaires réglées, la prochaine destination de Doug est l'hôtel La Quinta à Roswell. Son cœur bat la chamade lorsqu'il s'approche du hall, sachant qu'il s'apprête à franchir une limite. À la réception, Doug rencontre un jeune homme nommé James. Après avoir pris une grande inspiration, il décide de jouer carte sur table. « Je soupçonne ma femme d'infidélité », explique Doug franchement, sa voix basse. Elle sera probablement à l'hôtel ce soir avec un autre homme. Le scepticisme initial de James est évident, mais Doug insiste, proposant un marché. « Si vous me permettez de placer un microphone dans la chambre pour enregistrer leur conversation, je vous fournirai quelques billets pour le prochain match des Falcons. » Les yeux du jeune homme s'illuminent à l'évocation des billets, mais il en demande plus. « Faisons 4 billets, » négocie James, un sourire malicieux aux lèvres. Doug accepte, sachant qu'il peut y accéder via la station. C'est un petit prix à payer pour obtenir les informations dont il a besoin. Le marché conclu, James remet à Doug la clé de la seule suite Whirlpool disponible. Ignorant que Doug a plus qu'un simple microphone en tête. En plus des mini-microphones, Doug prévoit d'installer une paire de micro-caméras, similaire à celle qu'il avait installée dans les bureaux de l'église. Le niveau de surveillance semble extrême, mais Doug le justifie comme nécessaire. En mesure supplémentaire, Doug insère un bob dans la ligne téléphonique pour capturer les deux côtés de leur conversation. Il ne laisse rien au hasard. Après avoir tout installé, Doug effectue un test approfondi pour s'assurer que la transmission est claire et que les vues depuis le Whirlpool et le lit sont satisfaisantes. La technicité de la tâche l'aide à se distraire du poids émotionnel de ce qu'il fait. Confiant dans la configuration, Doug vérifie une nouvelle fois que les appareils sont discrètement cachés. Satisfait de son travail, il quitte la chambre, le cœur battant mêlé d'anticipation et de crainte. En sortant, Doug rend la clé à James à la réception et lui remet les billets pour le match de la semaine prochaine comme promis. « Merci James », dit-il en forçant un sourire. « J'espère que tout se passera bien. Profite du match. » Avec amplement de temps avant les événements de la soirée, Doug se concentre sur plusieurs tâches qu'il doit accomplir. Chacune d'elles semble être un nouveau clou dans le cercueil de son mariage. Sa première étape est la banque, où il obtient des chèques de banque pour la moitié des fonds des comptes chèques et épargne. Le regard curieux du caissier est ignoré alors que Doug met les chèques dans sa poche. Ensuite, sur sa liste, il annule leur carte de crédit commune. Chaque carte qu'il coupe semble rompre un autre lien avec leur vie partagée. Ensuite, Doug contacte son courtier et organise une réunion peu après le déjeuner pour apporter des ajustements à leur compte d'investissement. L'assurance du courtier que tout sera prêt à son arrivée lui procure peu de réconfort. Avec les finances en ordre, Doug contacte son avocat pour discuter des procédures de divorce et d'autres questions connexes.
Le mot « divorce » lui semble étranger sur la langue, mais il sait que c'est inévitable. Il fixe un rendez-vous pour plus tard dans l'après-midi, lorsque l'avocat sera disponible pour le rencontrer. Les pièces du plan de Doug s'emboîtent, chaque étape le rapprochant d'une confrontation qu'il redoute et attend à la fois. La dernière étape de Doug est la Planter National Bank à Marietta, en Géorgie, où il ouvre de nouveaux comptes uniquement à son nom et dépose les chèques de banque. L'acte semble définitif, une séparation tangible de leur vie financière. Le déjeuner à Marietta est une affaire solitaire, Doug picorant dans son assiette, son appétit diminué par le poids de ses actions et l'anticipation de ce qui va suivre. Après son maigre repas, Doug se rend au bureau de son courtier pour examiner les documents qu'il a préparés. Les papiers devant lui divisent essentiellement leur portefeuille d'investissement de manière égale, une séparation nette qui évite de vendre des actifs et d'encourir des responsabilités fiscales inutiles. Tout ce qui reste est que Vanessa et Doug signent les papiers. La pensée de la réaction de Vanessa lorsqu'elle lui sera présentée ces documents envoie un frisson dans le dos de Doug. Avec les documents financiers en main, Doug se rend chez son avocat. La gravité de la situation s'abat sur lui lorsqu'il entre dans le cabinet d'avocat. Ils discutent des papiers de divorce que l'avocat a rédigés. Doug accepte de poursuivre un divorce sans faute, proposant une répartition équitable des actifs si Vanessa les signe rapidement. Cependant, jouant la prudence, Doug demande à son avocat d'inclure une disposition pour un divorce pour faute si Vanessa hésite. Il est confiant qu'elle signera sans délai, mais il veut être prêt à toute éventualité. Avec tout arrangé, tout ce dont Doug a besoin est un dîner rapide avant de se rendre à la station pour la diffusion du Monday Night Football. La normalité de sa routine de travail lui semble surréaliste en contraste avec la tourmente de sa vie personnelle. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, Doug rallume son téléphone portable et trouve quelques messages de Vanessa. Sa voix, autrefois source de réconfort, lui envoie maintenant une vague d'émotions contradictoires. Dans ses messages, Vanessa exprime son inquiétude quant au comportement de Doug et le presse de rentrer à la maison pour en discuter avant le match. L'ironie de son inquiétude ne lui échappe pas. En lisant ces messages, Doug ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de colère et d'incrédulité. Malgré la connaissance de ses projets pour la soirée, elle tend toujours la main avec des mots d'amour et d'inquiétude. Il apparaît à Doug qu'il a été incroyablement naïf d'aimer et de lui faire confiance de manière si absolue. La réalisation est amère, laissant un goût acide dans sa bouche. Alors qu'il envisage sa prochaine action, Doug prend une décision. Il conclut que la seule chance de sauver leur mariage est que Vanessa ne se présente pas à l'hôtel ce soir. Si elle choisit de ne pas y aller, se dit Doug, cela indiquerait qu'elle tient suffisamment à essayer de réparer les choses, reconnaissant les problèmes dans leur mariage. C'est un espoir mince, mais auquel il s'accroche néanmoins. À 20h, Doug active le système automatisé pour la diffusion de la soirée. Le Monday Night Football est à l'antenne, mais l'esprit de Doug est loin du jeu. En même temps, il se prépare à surveiller à distance son installation dans la chambre d'hôtel. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il ajuste l'équipement, la réalité de ce qu'il est sur le point de voir le frappant de plein fouet. À exactement 20h15, Gérald entre dans la pièce et passe un appel téléphonique. Le cœur de Doug bat la chamade alors qu'il écoute la voix de Gérald à travers l'équipement de surveillance. « Salut, je suis arrivé. Peux-tu venir dès que possible ?» déclare Gérald au téléphone, son ton empreint d'enthousiasme et d'anticipation. « J'arrive bientôt », vient la réponse. L'estomac de Doug se retourne lorsqu'il reconnaît la voix de Vanessa. Après la fin de l'appel, Gérald murmure quelque chose d'autre, que Doug prend note de revoir plus tard pour les détails. Chaque mot, chaque son semble être une autre pièce à charge contre sa femme et l'homme qu'il respectait autrefois. Alors que Doug est assis là, surveillant la situation, il ne peut s'empêcher de penser « cela pourrait être la fin de mon mariage ». La douleur de cette réalisation est brute et viscérale, une douleur physique qui s'installe profondément dans sa poitrine. Malgré les preuves accablantes, une petite partie de Doug garde encore espoir d'un changement, que Vanessa ait un revirement de dernière minute. Mais à mesure que les minutes passent, cet espoir s'amenuise,
remplacé par une détermination implacable à mener cela jusqu'à son terme amer. La douleur que ressent Doug est réelle et intense, alimentant sa résolution pour une forme de rétribution. Il commence à parcourir sa liste de contacts, contactant chacun avec une concentration déterminée. Cela prend du temps, mais finalement, Doug contacte tout ce nécessaire. À ce moment-là, Vanessa est arrivée à l'hôtel et il reporte son attention sur la surveillance. Leur conversation est profondément personnelle et intime, mettant en lumière la complexité et la discrétion de leur relation. Chaque mot semble être un poignard dans le cœur de Doug, se tordant à chaque marque d'affection échangée. La profondeur de leur implication est claire, et la situation est loin de ce que quiconque aurait pu attendre, surtout compte tenu de leur personnalité publique. Doug se sent mal en les écoutant, la réalité de leur trahison le frappant de nouveau. En les écoutant, Doug ressent un mélange d'émotions, colère, douleur, dégoût et une fascination perverse. La découverte est choquante, surtout compte tenu de leur rôle dans la communauté. C'est un moment de prise de conscience de l'ampleur de leurs actions et des implications pour tous les concernés. Le monde de Doug, déjà basculé sur son axe, semble partir hors de contrôle. Alors que la rencontre dans la chambre de motel se déroule, Doug se sent de plus en plus mal. L'idée que sa femme, une pasteure, et une secrétaire d'église sombrent dans une telle dépravation est presque insupportable pour lui. Dans les instants qui suivent, Doug réalise à quel point ils sont tordus, ce qu'il s'apprête à recevoir ce soir. Une partie sombre de lui pense, il le méritait. Ils le méritaient tous. La vindicte de ses pensées devrait l'effrayer, mais au contraire, elle lui apporte une satisfaction sombre. La caméra capture chaque détail de leur rencontre, y compris l'anticipation visible sur le visage de Vanessa. Doug regarde, se sentant à la fois répugné et obligé d'assister à la scène. Les exclamations de Vanessa sont remplies d'émotions mêlées, de passion et de surprise alors qu'elle s'engage dans le moment. Chaque son qu'elle émet semble être une trahison pour Doug, une moquerie de leur vœu de mariage. « Oh, c'est intense », aurait pu dire Vanessa, sa voix reflétant la profondeur de leur engagement. Les mains de Doug se crispent en point alors qu'il écoute, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « C'est ce dont j'avais besoin », ajoute-t-elle, affirmant son consentement et sa participation. La mâchoire de Doug se serre, les muscles de son visage tressaillant de rage contenue. Gerald répond avec audace, peut-être trop absorbé par le moment. « Cela sera inoubliable », affirme-t-il, omettant toute référence grossière à Doug. L'ironie de ces paroles n'échappe pas à Doug, en effet, cette nuit sera inoubliable pour tous les concernés, mais pas de la manière dont l'imagine Gerald. Les réactions de Vanessa aux actions de Gerald sont vocales, une série de sons qui expriment son expérience intense. Chacun semble être un couteau tournant dans l'estomac de Doug. « Continue, c'est ce que je veux », le presse-t-elle, signalant son pic émotionnel imminent. Doug se sent physiquement mal en écoutant le plaisir de sa femme entre les mains d'un autre homme. Les derniers mouvements de Gerald sont décisifs, marquant un moment de clôture pour eux. Pour Doug, cela symbolise la fin d'un chapitre et le début d'un autre, rempli de douleur et du désir de vengeance. Après un instant, la scène change, montrant une continuation de leur engagement avec une énergie renouvelée. Doug n'arrive pas à croire ce qu'il est en train de voir, l'endurance de leur trahison semblant infinie. Les réactions de Vanessa sont vocales et répétitives, indiquant l'intensité de son expérience. Il est clair que ce qui se passe dépasse la capacité de Doug à comprendre pleinement ou à égaler. Sa satisfaction est quelque chose que Doug réalise qu'il ne pourrait jamais offrir de la manière dont Gerald le peut. Cette prise de conscience est écrasante, mettant en lumière une disparité dans leurs désirs et capacités que Doug n'avait jamais soupçonnées. La performance se poursuit au-delà de ce que Doug peut supporter de voir. Il se sent à la fois obligé de regarder et désespéré de détourner le regard. Alors qu'ils font une pause, probablement pour une pause, la réalité de leur connexion et de l'exclusion de Doug de celle-ci s'enfonce plus profondément. Il se sent plus seul qu'il ne l'a jamais été de sa vie, une figure solitaire dans un monde qui semble soudain vaste et hostile. Choisissant d'agir, Doug bascule la diffusion vers un mode qui révélera leurs actions à un public plus large.
C'est une décision motivée par un mélange de douleur et de désir de réparation, peu importe les conséquences. Alors que le téléphone commence à sonner, annonçant le début des répercussions, Doug se prépare à affronter la tempête imminente. Il est prêt à assumer les conséquences de révéler une vérité cachée, aussi douloureuse soit-elle. Avec une profonde inspiration, Doug compose le numéro de Vanessa. Son cœur bat la chamade tandis que la tonalité d'appel résonne dans la pièce silencieuse. De l'autre côté, Doug peut presque imaginer Vanessa, jetant un regard au numéro de l'appelant avec un sourire dédaigneux. La familiarité de l'image lui serre le cœur, un rappel de l'intimité qu'ils partageaient autrefois. Vanessa, la voix de Gerald résonne à travers l'équipement de surveillance, empreinte de défiance. Cette fois, je ne réponds pas. Voyons s'il apprécie ça. Le rejet décontracté de l'appel de Doug, la complicité entre eux, attise davantage sa colère. Continue, chérie, pendant qu'il est en ligne, répond Vanessa, sa voix pleine d'excitation. L'intimité décontractée de leur échange fait bouillonner le sang de Doug. Il raccroche et réessaie, sa détermination grandissant à chaque sonnerie sans réponse. Cette fois, Vanessa semble reconsidérer. « Je suppose que je ferais mieux de répondre », dit-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle cherche son téléphone. Doug perçoit à regret dans sa voix l'agacement face à cette interruption à son rendez-vous illicite. « Allô, Doug ?» répond-elle, sa voix froide et peu accueillante. La distance dans sa voix est palpable, même à travers le téléphone. On dirait qu'elle parle à un étranger, pas à l'homme avec qui elle est mariée depuis plus de 2 décennies. « Vanessa, où es-tu? Que fais-tu » presse Doug, cherchant le moindre indice de vérité dans sa voix. Il connaît déjà la réponse, mais il a besoin d'entendre son mensonge. Il a besoin de confirmer l'étendue de sa tromperie. « J'ai décidé d'aller faire du shopping puisque tu n'as pas appelé plus tôt. Maintenant je vais juste manger un morceau avant de rentrer à la maison », ment Vanessa avec aisance, ses paroles contrastant vivement avec la réalité que Doug connaît. La facilité avec laquelle elle invente cette histoire le glace jusqu'au haut. « Faire du shopping à 7 heures ?» insiste Doug, le scepticisme teintant sa voix. Il se demande jusqu'où elle poussera cette mascarade, à quel point sa tromperie est profonde. « Oui, et je comptais me faire plaisir », rétorque Vanessa, la défiance dans sa voix. L'audace de ses mensonges alimente la colère de Doug, le poussant plus près du bord de son contrôle soigneusement maintenu. « Fantastique, Vanessa, merci d'être une si merveilleuse épouse », répond Doug, le sarcasme dans sa voix masquant à peine la douleur. Il se demande si elle peut entendre la peine derrière ces mots, si elle s'en soucie même. « Ne me parle pas comme ça, espèce d'idiot. Je ne sais pas ce qui te prend. »« Au revoir », réplique Vanessa, mettant fin à l'appel avec une finalité qui pique. L'ironie de son indignation n'échappe pas à Doug. Elle, l'infidèle, ose agir offensée. Alors que Doug médite sur leur trahison continue, un plan se forme dans son esprit. Il décide d'interrompre leur rendez-vous, non pas par un autre appel direct à Vanessa, sachant qu'elle ne répondrait pas, mais en appelant directement le motel. C'est un mouvement calculé, conçu pour les prendre au dépourvu. « James, c'est Doug », dit-il lorsque la réceptionniste répond. « Tu regardes le Monday Night Football ? Non ? Eh bien, tu devrais peut-être commencer. As-tu sonné la suite Whirlpool pour moi ?» Il y a une brève pause, remplie du bruit de déplacement et de voix étouffées. Après un moment, la voix de Gerald se fait entendre. « Et, qu'est-ce que tu veux, Doug ?» La fausse décontraction dans son ton fait frissonner la peau de Doug. Il peut presque imaginer la panique dans les yeux de Gerald, les gestes frénétiques en direction de Vanessa. C'est à Doug de les confronter. « Gerald, laisse-moi parler à Vanessa, veux-tu » demande-t-il, son calme à peine contenu par sa colère bouillonnante. Il attend, écoutant la conversation étouffée à l'autre bout du fil. La voix confuse de Vanessa rejoint ensuite la conversation. « Doug, pourquoi appelles-tu ici ?» L'innocence dans son ton est presque risible. Doug s'émerveille de sa capacité à changer de personnalité si rapidement, de l'amante passionnée à l'épouse déconcertée en quelques secondes à peine. « Vanessa, je sais tout.
L'infidélité, les mensonges. Je demande le divorce et tu pars, déclare Doug, sa voix ferme de détermination. Et Gerald, tu ne t'en tireras pas à si bon compte. Les mots restent en suspens dans l'air, lourds de finalité. Qu'est-ce qui te prend, Doug? Je ne te comprends plus ces derniers temps, réplique Vanessa, sa confusion feinte à la perfection. Même maintenant, confrontée à la révélation, elle s'accroche à sa tromperie. C'est fini, Vanessa, dit Doug, son ton définitif. Peut-être devrais-tu regarder le Monday Night Football pour changer. Profite du spectacle. Au revoir. Sur ces mots, Doug raccroche, sa décision étant prise et son cœur lourd du poids de mettre fin à ce qu'il avait autrefois cru être un mariage parfait. Sur le moniteur en direct, Doug regarde Vanessa allumer la télévision. Son cœur bat la chamade lorsqu'il assiste à sa réaction retardée à la vidéo choquante d'elle et de Gerald qui est maintenant diffusée dans toute la région d'Atlanta. « Oh non, oh non, oh non », répète Vanessa, sa voix mêlant horreur et incrédulité alors qu'elle s'habille rapidement et fuit la pièce. La réalité de son infidélité exposée semble la frapper d'un coup. Gerald, pas loin derrière, est tout aussi pressé de partir. Son flot d'insultes emplit l'air alors qu'il tâtonne avec ses vêtements. « Je vais détruire ce fils de sorcière », marmonne-t-il, sa voix dégoulinant de venin. Doug ne peut s'empêcher de penser « Gerald ferait mieux de faire attention à ce qu'il marmonne, cela pourrait lui revenir en pleine figure. » L'ironie des paroles de Gerald n'échappe pas à Doug. Une fois parti, Doug éteint les moniteurs et laisse la vidéo se dérouler jusqu'au bout. La finalité du moment pèse lourdement sur lui. Avec un soupir lourd, Doug désactive le mode d'assistance en direct et remet le système en mode de diffusion entièrement automatisé. Son travail, du moins pour ce soir, est terminé. Attrapant la cassette compromettante, Doug quitte la cabine de diffusion, probablement pour la dernière fois. Il fait une pause pour récupérer quelques objets personnels de son bureau, sachant qu'il pourrait ne pas avoir une autre chance. Maintenant, tu es à jour, pense Doug, les événements des derniers jours tourbillonnant dans son esprit comme une tornade. Le reste de la nuit trouve Doug chez Henry, soignant ses blessures avec de l'alcool. Son spectacle de mi-temps, il ne peut s'empêcher de le remarquer, est le sujet brûlant de conversation parmi les clients. Le murmure de voix choquées, les éclats de rire occasionnels ou les exclamations d'incrédulité servent tous de toile de fond à la solitude de Doug en train de boire. Après la fin du match, Doug est là un taxi pour rentrer chez lui. Les rues familières lui semblent maintenant étrangères, comme si son monde entier avait basculé sur son axe. Les maisons qu'il croise, autrefois symboles de bonheur domestique, semblent maintenant se moquer de lui avec leur normalité. En arrivant chez lui, il trouve Vanessa assise dans le salon obscurci. Le téléphone est décroché et des larmes sont visibles sur son visage. Elle a beaucoup pleuré, mais Doug se sent étrangement indifférent à sa douleur. La femme devant lui est une inconnue, sa peine lui est aussi étrangère que ses propres actions doivent lui sembler. « Comment as-tu pu me faire ça, Doug ?» sanglote Vanessa, sa voix brisée. « Après toutes ces années ensemble, comment ?» L'ironie de sa question n'échappe pas à Doug. Il se demande si elle ne voit vraiment pas l'hypocrisie dans ses paroles. Doug réplique, sa voix calme et froide, « Non, Vanessa. » La vraie question est, « Comment as-tu pu me faire ça ?» Il regarde son visage se décomposer à ses paroles, mais ne ressent aucune satisfaction dans sa douleur. « Je suis ivre, je vais me coucher », marmonne Vanessa, ses mots légèrement embrouillés. « On parlera demain. » Sur ces mots, elle titube vers la chambre, laissant Doug seul avec ses pensées. Il la regarde partir, se demandant s'il y aura jamais assez de mots pour combler le gouffre entre eux. Le lendemain matin, Doug trouve Vanessa toujours sur le canapé, l'air épuisé. Il semble qu'elle n'ait pas dormi, mais une fois de plus, Doug ne parvient pas à se sentir concerné. Elle l'a bien cherché, se dit-il. La femme devant lui n'est plus la Vanessa qu'il a épousée, mais une inconnue portant le visage de sa femme. Avec un soupir, Doug remet le téléphone sur son socle. Presque immédiatement, il se met à sonner, comme si le monde attendait ce moment. Pendant 1 heure et demie, Doug répond aux appels de la famille, des amis,
des membres de l'Église, de son ancien patron et de ses 2 filles. Ils sont tous profondément perturbés par ce qu'ils ont vu, et rien de ce que Doug dit ne peut les apaiser. Doug comprend que cela a été dur pour eux de voir cela, mais il se rappelle qu'ils sont adultes et finiront par surmonter cela. Pourtant, le poids de ses actions lui pèse. Il avait exposé non seulement Vanessa et Gerald, mais aussi lui-même. Sa douleur, sa colère, sa vengeance, tout est maintenant devenu de notoriété publique. Madame Gerald appelle également, sa voix tremblante alors qu'elle demande si Doug a une copie de l'incident. Doug la rassure en lui disant qu'il en a gardé une copie en lieu sûr et qu'il la fournira si nécessaire. La conversation le laisse avec un sentiment de vide. Il se demande quels sont les effets en cascade de ses actions, combien de vies ont été irrémédiablement changées par sa décision. Il est clair que tout le monde que Doug a contacté a vu le spectacle de la mi-temps du Monday Night Football. Certains sont bouleversés par son contenu explicite, tandis que d'autres, comme les parents de Vanessa, critiquent Doug pour l'avoir exposé. La gamme de réactions est vertigineuse, un concert de choc, d'indignation et de soutien à contre-cœur. Cependant, la plupart sont solidaires et empathiques, reconnaissant la difficulté de la situation. Leurs mots de réconfort, bien qu'appréciés, font peu pour soulager la douleur dans la poitrine de Doug. Il se sent à la fois justifié et honteux, triomphant et vaincu. C'est une expérience difficile, mais une conséquence que Doug savait devoir affronter pour ses actions. Le chemin à venir sera difficile, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il a fait son choix, brûlé ses vaisseaux, et maintenant il doit vivre avec les conséquences. Tout au long du déferlement d'appels, Vanessa reste en larmes. Ses sanglots fournissent un fond sombre aux conversations, un rappel constant de la douleur qu'ils ressentent tous les deux. Doug se retrouve partagé entre le désir de la réconforter par habitude et le maintien de la distance émotionnelle qu'il sait nécessaire. Finalement, Doug laisse le téléphone décroché, incapable de supporter plus d'appels. Il se dirige vers la cuisine et prépare une cafetière, la routine familière offrant un petit réconfort dans le chaos. L'arôme emplit la cuisine, un contraste frappant avec le tourbillon émotionnel qui les entoure. De retour dans le salon, Doug offre une tasse à Vanessa et lui présente les papiers de divorce et les documents d'investissement à signer. Le moment semble surréaliste, comme s'il se regardait de l'extérieur de son propre corps. Les papiers sur la table basse semblent porter le poids de tout leur mariage, 22 ans réduits à des termes juridiques et des accords financiers. « Je demande le divorce, Vanessa », déclare Doug fermement, sa voix trahissant à peine le tumulte qu'il ressent à l'intérieur. « Après ce que j'ai découvert et vu hier soir, il est clair pour moi que tu as été infidèle depuis un certain temps. Je ne peux pas rester dans ce mariage en sachant cela. » Les mots planent entre eux, lourds de finalité. Doug poursuit, son ton professionnel, « Les documents que j'ai préparés sont pour un divorce sans faute, et je propose que nous partagions tout à parts égales. J'ai besoin que tu signes les papiers de divorce et l'accord sur la répartition de nos investissements aujourd'hui. » Il observe attentivement le visage de Vanessa, cherchant le moindre signe de la femme qu'il a autrefois connue et aimée. « Il n'y a pas de place pour la négociation là-dessus, » ajoute-t-il, sa détermination claire dans chaque mot. « Les termes que j'ai proposés sont plus que justes. Tu as jusqu'à 17h aujourd'hui pour obtenir des conseils juridiques et accepter mes conditions. » La voix de Doug prend un ton d'avertissement lorsqu'il dit « Si tu ne le fais pas, après 17h01, je vais entamer une procédure de divorce pour adultère. Je tiens à préciser que contester cela en alléguant l'adultère serait imprudent. Cela deviendra une connaissance publique à Atlanta, et tu seras jugé pour ce que tu as fait avec Gerald. Tu dois bien réfléchir à cela, Vanessa, conclut Doug, ses yeux croisant les siens. Accepte cette offre. C'est la meilleure voie à suivre pour nous deux. Il voit le poids de ses paroles s'abattre sur ses épaules, la réalité de leur situation finissant par s'imposer. La voix de Vanessa est à peine plus qu'un murmure lorsqu'elle implore. « Doug, je t'aime toujours. Je veux réparer notre mariage. Ne pouvons-nous pas essayer de régler les choses ?» Ces paroles, autrefois capables de déplacer des montagnes, tombent à plat dans l'espace qui les sépare. La réponse de Doug est mesurée, mais ferme.
Le problème ne concerne pas l'amour, Vanessa. Il s'agit de tes choix et actions. Tu as placé quelqu'un d'autre avant notre mariage, et je ne peux pas passer outre. Tu dois régler cela et parler à ton avocat dès que possible. Il observe l'espoir s'évanouir de ses yeux, remplacé par une acceptation résignée. Après un certain temps, Vanessa revient avec les documents signés. Sa voix est résignée lorsqu'elle dit « Mon avocat a tout examiné et est d'accord pour dire que ton offre est équitable, compte tenu des circonstances. » Elle marque une pause, puis ajoute une note d'espoir dans sa voix. « Doug, y a-t-il une chance que nous puissions parler ? J'aimerais t'expliquer mon point de vue et voir s'il y a une possibilité pour nous de nous réconcilier. » Doug hésite, partagé entre sa colère et sa curiosité. Finalement, il décide de l'écouter, se demandant s'il s'agit d'un incident isolé ou révélateur de problèmes plus profonds dans leur relation. Il s'installe à la table de la cuisine, le cadre familier contrastant fortement avec l'étrangeté de leur situation. Vanessa prend une profonde inspiration et commence à tout raconter à Doug. « Il n'y avait personne d'autre impliqué », commence Vanessa, sa voix tremblant légèrement. « Cela a commencé peu de temps avant que je commence à travailler pour Gerald. Je ne sais pas pourquoi. J'étais contente avec toi, mais quelque chose chez Gerald m'attirait. Peut-être était-ce son charisme. » Elle continue, les yeux baissés, « Je croyais qu'il m'aimait, Doug. » Vraiment. Doug écoute en silence, reconnaissant en lui-même que Gerald avait effectivement du charisme. Mais il s'apprête à briser l'illusion de Vanessa. Attrapant son téléphone, Doug fait écouter 2 enregistrements qu'il avait sauvegardés. Le premier est de ce premier jour à l'église. La voix de Gerald, froide et calculatrice, remplit la pièce. Cette idiote de femme ferait mieux de cacher sa liaison avec moi à son mari. Malgré sa nature douce et consentante, elle ne sera bientôt plus là. Il a été facile de la séduire, mais elle doit partir. Le visage de Vanessa pâlit en écoutant, mais Doug n'en a pas fini. Il lance le deuxième extrait, enregistré juste avant l'arrivée de Vanessa au motel. « Je la ravagerai ce soir et je la licencierai demain. Si elle proteste, je la menacerai de révéler la vérité à Doug. Je ne peux pas risquer qu'il découvre la vérité. » La couleur quitte le visage de Vanessa alors que la réalité de la véritable nature de Gerald s'installe. La voix de Doug est froide lorsqu'il dit « Alors Vanessa, tu as non seulement détruit notre mariage mais tu as mal jugé les sentiments de Gerald. Pour lui, tu étais juste un jouet, une femme dégradée. » Les paroles de Doug sont comme des poignards lorsqu'il poursuit. « J'ai vu comment il te traitait et comment tu aimais ça. Je ne t'ai jamais satisfaite de cette manière car je te voyais comme une épouse aimante, pas un objet. Il n'y a aucun moyen pour moi de rester marié avec toi. Tu as violé nos vœux et je ne peux pas ignorer cela. » Sa voix s'adoucit légèrement lorsqu'il ajoute « De plus, tu ne serais jamais satisfaite avec moi à nouveau. Peu importe notre amour, nous ne pouvons pas surmonter les dégâts que tu as causés. » La vérité de ces paroles plane lourdement entre eux, une barrière aussi insurmontable qu'un mur physique. Vanessa reste assise, les larmes coulant librement maintenant alors qu'elle reconnaît la vérité dans les paroles de Doug. Le poids de ses actions et de leurs conséquences semble se poser sur ses épaules, la courbant sous leur fardeau. Finalement, d'une main tremblante, elle signe les 2 jeux de documents. Le grincement du stylo sur le papier semble résonner dans la cuisine silencieuse, chaque signature étant un autre clou dans le cercueil de leur mariage. Doug observe, son visage impassible, alors que Vanessa appose le dernier trait sur le document qui mettra fin à leur union. Doug lui annonce qu'il va déménager, lui laissant le temps de trouver un nouveau logement. « Financièrement, je doute que tu puisses entretenir la maison, dit-il, d'un ton factuel. Et je n'ai aucun désir de résider ici parmi d'innombrables souvenirs. La maison, autrefois leur sanctuaire partagé, semble maintenant souillée, chaque coin résonnant des échos de leur vie brisée ensemble. Il explique que leur accord stipule la vente de la maison, avec les recettes partagées également comme leurs autres biens. C'est une rupture nette, autant que cela est possible. Doug ressent une pointe de tristesse en regardant autour de la cuisine, se remémorant des moments plus heureux, des dîners en famille et des matins tranquilles. Mais ces souvenirs sont maintenant des fantômes, des ombres pâles dans la lumière crue de la réalité.
Après avoir rassemblé ses documents et ses sacs préparés, Doug part. Le claquement de la porte d'entrée derrière lui semble étrangement définitif, comme s'il refermait le chapitre sur cette partie de sa vie. Il ne se retourne pas en marchant vers sa voiture, résistant à l'envie de jeter un dernier regard sur la maison qui fut la sienne pendant tant d'années. Sa première étape est le bureau de son courtier, où il dépose les documents nécessaires. Une fois cela fait, il s'enregistre dans un hôtel pour la nuit, l'anonymat de la chambre étant un répit bienvenu du tumulte émotionnel des derniers jours. Alors qu'il s'installe sur le lit inconnu, Doug ressent un étrange mélange d'épuisement et de soulagement. Le pire est passé, pense-t-il, même s'il sait que le chemin à venir sera loin d'être facile. Le lendemain, Doug se retrouve dans le bureau de son avocat. L'avocat dépose rapidement les papiers de divorce auprès du tribunal supérieur du comté, lançant ainsi la fin légale du mariage de Doug et Vanessa. Ils abordent également les problèmes juridiques de Doug à la station et avec la FCC. En exposant les conséquences potentielles, y compris de lourdes amendes et des répercussions sur sa carrière, la réalité des actions de Doug commence à se faire sentir. Alors que la prison semble improbable, d'importantes sanctions financières planent. Il est clair que la carrière de diffuseur de Doug est terminée, du moins pour un avenir prévisible. Le prix de sa vengeance semble plus élevé que ce qu'il avait anticipé. Mais alors qu'il est assis dans le bureau de l'avocat, écoutant la litanie des conséquences potentielles, Doug réalise qu'il ne regrette pas ses actes. La vérité, croit-il, valait le coup. En quelques jours, les répercussions se concrétisent. La FCC remet à Doug des documents, lançant une bataille juridique qui épuisera ses économies, équivalent à près d'un an de salaire. Pire encore, la licence de diffusion de Doug est révoquée, le privant de sa profession pendant 2 ans. La punition semble sévère, mais Doug sait qu'il l'a provoquée lui-même. La lueur d'espoir, aussi inattendue soit-elle, vient de Henry. Malgré la nature illégale et vindicative des actions de Doug, Henry lui propose un emploi avec des responsabilités conformes aux restrictions de la FCC. Ce n'est pas la carrière que Doug avait imaginée pour lui-même, mais c'est une bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude, et il la saisit avec gratitude. La vie continue, comme toujours. Le monde de Doug a été ébranlé jusqu'au fondement, mais il est toujours debout. Et alors qu'il affronte chaque nouveau jour, il le fait en sachant qu'il a survécu au pire.